Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue. Bonjour Elodie, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez, que vous nous entendez. Alors vous êtes très très nombreux à vous être inscrits ce matin à ce webinaire juridique. Presque 1000 personnes se sont inscrites, donc c'est énorme pour un webinaire juridique. Donc merci pour votre confiance. Et pour ceux qui se sont, voilà, qui sont là ce matin, peut-être qu'ils ne me connaissent pas, donc je vais me présenter. Je suis Élise Guillaudis, avocate. Et puis, je vais aussi vous laisser vous présenter. Vous êtes tous des praticiens, des professionnels du bien-être, mais vous avez des activités très, très riches, très variées. Il y a des naturopathes, des réflexologues, des énergéticiens. Donc dites-nous dans le sondage qu'on vient de lancer, quelles sont vos activités pour qu'on voit un petit peu qui est représenté ce matin, quelles sont les activités qui sont les plus présentes. Alors, on a des naturopathes, des réflexologues, on a beaucoup de autres. Donc dites-nous dans le chat qui vous êtes. C'est intéressant de voir qui nous écoute. Donc, alors, d'un point de vue juridique, d'un point de vue légal, vous avez tous des métiers autour du bien-être, du mieux-être. Donc, je vais, on va dire, vous appeler tous, même si vous avez des richesses d'activités différentes, vous êtes tous des professionnels de santé naturelle, des praticiens du bien-être, du mieux-être, et plus exactement, si je veux aller sur un terrain légal, des praticiens de médecine non conventionnelle. Donc, le webinaire juridique de ce matin vous concerne tous, quelles que soient les particularités de vos activités bien-être, mieux-être. Tout ce que je vais vous dire au plan juridique va vous concerner ce matin. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais du coup me présenter un petit peu plus. Donc je suis avocate, je suis Élise Guillaudis, je travaille du côté de Grenoble et j'ai fondé un cabinet qui s'appelle Numétique Avocat, dont le cœur d'expertise est le droit du numérique. Donc la plupart de mes clients sont des entreprises du numérique, du web, et je consacre quand même une grande partie de mon activité depuis plusieurs années maintenant à conseiller, à accompagner les praticiens du bien-être, du mieux-être, donc les praticiens de santé, de médecine non conventionnelle, à mieux sécuriser leurs activités au plan légal. Donc voilà, pour éviter qu'ils aient des difficultés avec les autorités. Je vais me concentrer plus exactement sur, on va dire, sur 3 documents légaux obligatoires, indispensables. Donc je vais vous parler de ces 3 documents. Je vais vous parler exactement de ce que c'est, quel contenu il faut prévoir pour mieux sécuriser vos activités. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais demander à Élodie de se présenter, puisque j'ai demandé à Élodie Huss, de m'aider à, animer ce webinaire juridique. Et donc Élodie, je te laisse la parole pour que tu puisses te présenter. Oui, alors merci. Alors juste un petit point technique avant que je me présente. Il semblerait qu'effectivement le chat soit désactivé, donc je te laisse Ah peut-être d'accord. regarder pour Mmh. l'activer. Moi, c'est Elodie Huss, je suis praticienne en hygiène de vie et naturopathie et je suis aussi la cofondatrice du logiciel Jupiter et de la plateforme monproduitbienêtre.fr. Alors moi, je me suis lancée en tant que professionnelle du bien-être, du coup, en 2018 et j'ai décidé de développer un logiciel qui me permettrait de centraliser toute la gestion de mon activité et de respecter le RGPD comme on va le voir aujourd'hui, mais sans y passer toutes mes journées, parce qu'il faut dire que c'était pas ce que je préférais. Et puis alors c'est 2 ans plus tard seulement, après l'avoir vraiment bien éprouvé avec, mes clients, que, ben, j'ai décidé de le commercialiser pour aider mes consoeurs et mes confrères, ben, à vivre eux aussi sereinement de leur activité. Donc aujourd'hui, on a déjà plus de 500 praticiens qui utilisent, nos outils et ben, nous allons voir à la fin de ce webinaire, quelques-uns de ces nombreux avantages. Qui connaît Élodie? Qui la découvre pour la première fois? Alors Élodie Luce, c'est quelqu'un, enfin c'est une personne avec qui je travaille depuis plusieurs années maintenant, on se connaît bien. On collabore, on a des clients communs. Je connais très bien tes solutions. J'ai toute confiance dans ton travail, dans ton approche. Et c'est vrai que le fait que tu sois, que tu connaisses la naturopathie, que tu aies été naturopathe, évidemment, ça a une grosse valeur ajoutée pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, la plupart d'entre vous ne la connaissent pas également. 80% te découvrent aussi pour la première fois. Donc, tu vois, donc c'est très bien. Donc enchantée à ceux qui nous découvrent, Élodie et moi. Et puis, bah, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet du webinaire puisqu'en fait, aujourd'hui, je vais vous parler, de 3 documents légaux indispensables pour votre sécurité, votre conformité juridique.
Je vais vous parler des conditions générales de vente, je vais vous expliquer ce que c'est, je vais vous parler d'une politique d'information sur les données personnelles et du registre de traitement. Donc ce sont 3 documents légaux, obligatoires. Je vais vous expliquer, alors je vais peut-être mettre le sommaire, comme ça vous allez voir plus exactement tout ce qu'on va voir dans ce webinaire qui sera quand même intense, riche en informations. Et puis, bah, ceux qui voudront le support du webinaire, je leur communiquerai sans aucun problème, hein, en plus du replay. Donc dans un premier temps, on va voir pourquoi il faut prévoir des documents légaux. Parce que c'est vrai que c'est intéressant de comprendre, leur contenu, comment les rédiger, mais d'abord, il faut comprendre pourquoi c'est important, c'est indispensable d'avoir ces documents légaux. Ensuite, on verra en détail quelles sont les clauses de ces différents documents, comment est-ce qu'on peut les écrire, qu'est-ce qu'il faut prévoir dans ces documents. Je vous parlerai d'une solution que j'ai élaborée, le pack clé en main, une solution juridique pour élaborer vos documents juridiques si ça vous intéresse. On aura une surprise à la toute fin enfin oui, à la 3/4 du webinaire. Et puis ensuite, une fois qu'on aura bien compris pourquoi il faut ces documents, comment je peux les construire, on va se poser la question de savoir, bah, concrètement, comment je les utilise. Où est-ce que je les mets sur mon site internet? Est-ce que je dois les mettre dans ma salle d'attente? Est-ce que je dois les faire signer à mes clients? Enfin voilà, c'est des questions pratico-pratiques, mais qui sont quand même très importantes. Et donc je sais que vous êtes assez nombreux à me poser souvent ces questions. Donc on va y répondre. Je vais vous expliquer très précisément comment on peut faire les choses simplement à ce niveau-là. Et puis on consacrera un petit peu petite partie à la fin pour les questions, les réponses. Donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. Elodie, va nous animer le chat. Elle va commencer à répondre à certaines de vos questions quand elle le pourra et puis, bah, pour les questions les plus récurrentes ou les plus importantes, on les verra à la fin du webinaire. Alors c'est parti, on va commencer par la première partie qui est, bah, finalement pourquoi il faut des documents légaux. D'accord? Donc ça c'est une question qu'il faut vous poser et puis c'est important de pouvoir bien comprendre, pourquoi c'est important. Alors pourquoi il faut des documents légaux? Eh bien, c'est pour répondre à vos obligations légales. Parce que lorsqu'on est naturopathe, lorsqu'on est, réflexologue, kinésiologue, quand on fait l'énergétique, quand on fait de la pratique traditionnelle chinoise, enfin, voilà, toutes ces pratiques-là, même si, officiellement elles ne sont pas, réglementées, autorisées officiellement, n'empêche que vous êtes tous des professionnels, qui proposaient des services à des consommateurs, à des particuliers. Et en tant que tel, eh bien, vous devez, comme n'importe quel professionnel, respecter les grandes réglementations qui s'appliquent en France, qui existent en France. Alors, je vous ai mis sur ce schéma les principales réglementations, principaux pans réglementaires pour que vous ayez une idée, enfin une vision un peu globale des grands pans réglementaires à respecter. Alors tout d'abord, en haut à gauche, on va avoir le code de la santé publique. Le code de la santé publique, il ne va pas vous viser directement, mais il va prévoir un certain nombre de règles, de dispositions pour protéger principalement la santé des personnes, des individus. Et dans ce code de la santé publique, on va avoir toute une partie aussi pour fixer les règles des professionnels de santé, donc des professions réglementées. Donc, dans ce code de la santé publique, on va avoir justement qui peut être médecin, qui peut être pharmacien, quelles sont les règles que ces professionnels doivent respecter. Donc voilà, ce code de la santé publique, il ne vous concerne pas directement. N'empêche que comme vous avez proposé des activités qui sont quand même à la frontière du médical, en tout cas vous travaillez autour de la santé, du bien-être des personnes, vous devrez de toute manière respecter certaines dispositions de ce code. Ensuite, deuxième pan réglementaire super important, en haut à droite, c'est le code de la consommation, puisque en fait, vos services, principalement, vous les adressez à des particuliers, des consommateurs. Alors, je sais qu'un certain nombre d'entre vous s'adressent aussi aux entreprises. Vous êtes de plus en plus nombreux à proposer aussi des services en entreprise. Mais la plupart, en fait, s'adressent à des particuliers et donc, en tant que professionnel, vous devrez respecter toutes les règles qui sont prévues par le code de la consommation. D'accord? Donc, transparence, information renforcée, droit de rétractation pour les contrats conclus à distance, médiateur. On va revoir, on va reparler de certaines de ces règles-là qui sont importantes. Mais voilà, pour que vous ayez conscience du fait que bah, de toute manière, il faut respecter ces règles du code de la consommation. En bas à gauche, ça vient avec l'essor d'internet. Cette réglementation que j'ai appelée, droit de la communication en ligne, vous oblige à respecter certaines
règles quand, vous surfez sur internet, quand vous avez un site internet, par exemple, quand vous avez une présence digitale au sens large du terme, d'accord? Donc il y aura des règles spécifiques liées au numérique. Par exemple, si vous avez un site internet, il va vous falloir une page de mention légale, c'est obligatoire. Et enfin, quatrième pan réglementaire, il y en aurait d'autres, mais en tout cas les 4 principaux, c'est ceux-là. La quatrième réglementation importante, c'est celle qui vise la protection des données personnelles, d'accord? Donc, vous voyez, première réglementation à droite, en haut à gauche, pardon, c'est la on protège la santé des personnes. En haut à droite, on va protéger la personne quand elle consomme ou quand elle va consommer un produit ou un service. En bas à gauche, on va protéger l'internaute, donc on protège l'individu, mais lorsqu'il a des activités sur internet. Et en bas à droite, on va viser, à préciser des règles qui, vont, imposer, la protection des données personnelles, la vie privée et plus exactement des données personnelles des individus. Donc vous, en tant que professionnel du bien-être, praticien de médecine non conventionnelle, vous devrez respecter déjà ces 4 pans réglementaires, d'accord? Donc pourquoi il vous faut des documents légaux? C'est pour être en capacité de respecter ces obligations, d'accord? Donc ça, c'est la première raison importante. Ensuite, deuxième raison pourquoi il faut ces documents, c'est pour faire face, ça c'est important de comprendre, à l'insécurité juridique qui est quand même grandissante, de vos activités, hein. Parce que comme je le disais, au début du webinaire, vos activités ne sont pas officiellement, reconnues, encadrées par les autorités françaises. La naturopathie ne fait pas l'objet d'une réglementation en France en fait, hein. Elle n'est pas officiellement interdite. Au même titre que la réflexologie, elle n'est pas officielle, mais voilà, on est sur une zone de tolérance, une zone grise, d'accord? Et c'est vrai que ces dernières années, on a quand même vu de plus en plus, on voit de plus en plus d'articles de presse, hein, qui voilà, n'hésitent pas à qualifier les naturopathes de charlatans. On en parlait encore avec Elodie, hier. C'est vrai il y a une chasse aux sorcières, clairement, on va dire les choses telles qu'elles sont depuis quelques années, en particulier depuis la crise sanitaire. Donc ça veut dire que, le marché de la santé naturelle est en plein essor, et que les contrôles, la tolérance des autorités, vis-à-vis de ces personnes-là, vis-à-vis de ces professionnels qui proposent des activités du bien-être, à la frontière du médical, la tolérance des autorités se réduit. D'accord? Et que donc dans ce contexte d'insécurité juridique grandissante, ah bah, il faut montrer patte blanche, il faut montrer qu'on est un professionnel respectueux des réglementations. Parce que, vous, plus que les autres, serez en tout cas, on va plus regarder vos activités si demain vous faites l'objet d'un contrôle, et donc vous aurez un peu moins droit à l'erreur qu'un professionnel qui vend, je sais pas, un produit comme des chaussures, où l'activité est pas du tout sur le même niveau de risque. D'accord? Donc ça, c'est une raison importante qu'il faut comprendre, il faut prendre conscience de cela. Ensuite, pourquoi avoir des documents juridiques? C'est aussi pour avoir un moyen de preuve en cas de contrôle, en cas de problème. Si demain vous faites, l'objet d'un contrôle de la CNIL, qui est l'autorité de contrôle sur la protection des données personnelles, eh bien vous devrez démontrer que vous avez informé correctement, vos clients de ce que vous faites de leurs données, que vous avez recueilli le consentement lorsque vous collectez des données de santé, et donc si vous n'avez pas de documents écrits, pour prouver que vous avez fait les choses correctement, bah, ça va être compliqué. D'accord? Donc avoir des documents, légaux, au-delà du fait que c'est obligatoire, bah, c'est important pour prouver votre bonne foi, prouver que vous avez fait les choses. Et puis quatrième raison, c'est aussi pour limiter, éviter les sanctions et les litiges clients. C'est clair que si vous avez des conditions générales de vente qui vont venir préciser la nature de vos activités, vos conditions tarifaires, la manière dont la personne peut annuler ou se rétracter, vous limitez évidemment les risques de problème, d'accord? Puisque la personne aura eu communication de vos conditions générales, elle ne pourra pas dire: «Ah bah, je ne savais pas», si les choses étaient précisées, vous étiez informé de ce que je vous proposais, donc vous serez beaucoup plus en sécurité juridique à partir du moment où, vous aurez vos documents légaux. Alors les sanctions, parce que c'est vrai que, si on veut, parler un petit peu des sanctions, heu, c'est vrai que l'avoir un document légal, ça limite le risque de sanction, ça peut éviter le risque de sanction, mais parlons quand même de ces sanctions, parce que qu'est-ce qu'on risque?
si on n'est pas dans les clous d'un point de vue réglementaire. Alors, je ne vous ai pas dressé la liste des sanctions parce que l'objectif de ce matin, c'est pas, de vous faire partir en courant. Au contraire, c'est, de vous apporter une sérénité juridique et de vous apporter des solutions, des outils pour, mieux sécuriser vos activités. Mais quand même, si je veux m'arrêter une minute sur ces sanctions, quelles sont-elles? Alors c'est vrai que classiquement, on va, la première sanction à laquelle on peut penser, c'est, l'exercice illégal de la médecine, d'accord? Donc c'est vrai que si vous êtes un professionnel du bien-être et que, vous proposez des diagnostics et des traitements de maladies humaines, et bien vous pourriez être passible d'exercice illégal de la médecine puisqu'en fait, faire du traitement et du diagnostic de maladies humaines, c'est l'activité réservée, aux médecins telle qu'elle est consacrée dans le code de la santé publique. Donc lorsque vous faites dans les faits, vous proposez ce genre d'activité et quand vous l'écrivez par exemple sur votre site internet, que vous écrivez que vous proposez cela, ça peut vous mettre en risque, d'un point de vue infraction. Après, je dirais que c'est quand même c'est assez rare d'être poursuivi pour exercice illégal de la médecine. La sanction à laquelle on peut peut-être plus facilement penser, c'est la pratique commerciale trompeuse. Donc la pratique commerciale trompeuse, c'est quoi? C'est, la pratique qui consiste à, faire des allégations, des indications, faire des présentations qui vont induire en erreur un futur consommateur sur votre identité, sur vos aptitudes, sur, par exemple, les résultats attendus, d'un service que vous allez proposer. Sachant que sont réputées, des pratiques commerciales trompeuses, les attitudes qui vont, viser à affirmer que, votre service, votre prestation de service pourrait, guérir une maladie, d'accord? Donc à partir du moment où vous êtes affirmatif, il y a une présomption de pratique commerciale trompeuse. Donc voilà, vous voyez, le code de la consommation, précise quand même un certain nombre de choses et donc ça veut dire que vous, par rapport à ça, il va falloir et c'est tout l'intérêt des documents légaux, c'est de mettre les informations, de manière totalement transparente, et claire sur, bah, finalement qui vous êtes, quelle est la nature de vos activités, qu'est-ce que la personne peut en attendre, d'accord? Le fait de l'écrire, ça va vous protéger justement, hein, ces risques de sanctions. Alors après, il y a d'autres sanctions qu'on peut envisager, comme, le fait que, par exemple, vous oubliez d'informer vos clients sur leurs droits de rétractation. Voilà, il y a des sanctions aussi qui sont, prévues, à ce niveau-là, donc voilà. Donc l'idée, c'est de comprendre qu'il y a des réglementations à respecter, qu'il y a des sanctions qui peuvent être prononcées et de se dire: «OK, par rapport à ça, comment moi je peux, en tant que professionnel du bien-être, si je veux me mettre dans les clous d'un point de vue légal, si je veux, éviter les sanctions, qu'est-ce que je peux mettre en place?» Et donc là, l'objectif de ce webinaire de ce matin, c'est déjà de vous présenter ces 3 documents. Alors il y aurait d'autres évidemment d'autres choses dont on pourrait parler, mais ces 3 documents-là, pour moi, ils sont vraiment hyper intéressants, dans ce gain de sécurité juridique. Et puis au-delà de l'aspect obligatoire, quand même, le fait que vous ayez une documentation, ça valorise votre sérieux, votre professionnalisme. C'est un gain de confiance quand même pour vos clients. Ça montre quand même que vous êtes pas n'importe quel, Huluberlu qui a posé sa plaque de naturopathe, il y a 48 heures. Il y en a, hein, qui se forment quasiment pas et qui posent leur plaque de naturopathe. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de pouvoir montrer que vous faites les choses dans une autre démarche, dans une vraie démarche de professionnalisme. Et puis voilà, donc une fois que vous aurez compris tout cela, l'idée aussi, c'est parce que je sais que un certain nombre d'entre vous, qui m'écoutez, je sais que c'est anxiogène, hein, de savoir que, il y a ces risques, qu'on est quand même sur des activités qui ne sont pas officiellement, reconnues et autorisées d'un point de vue légal et scientifique, que vous êtes quand même sur des activités à risque. Ça peut être difficile à vivre pour certains d'entre vous, donc voilà, l'idée aussi d'agir sur votre conformité juridique par rapport à vos documents, c'est aussi de gagner en sérénité, voilà. De vous aider peut-être à être un petit peu plus serein, dans le développement, dans l'exercice de vos activités. Alors maintenant qu'on a compris pourquoi il faut ces documents légaux, allons voir, quel contenu il faut prévoir. Qu'est-ce que je dois prévoir dans mes documents légaux? Alors ce matin, on va parler de 3 documents, donc je vais les passer un par un et on va les regarder à la loupe. On va aller voir, document par document, qu'est-ce que c'est et puis, qu'est-ce qu'on doit prévoir dans ces documents. Alors premier document, dont je vais vous parler ce matin, ce sont les conditions générales de vente. Alors,
conditions générales de vente, CGV. Ça peut aussi s'appeler contrat client ou conditions générales de service. Peu importe, finalement le titre du document, c'est en fait, finalement, ce document-là, c'est le document qui vise bah, voilà, encadrer vos conditions, générales de vente, d'accord? Donc, et puis ces documents-là, peu importe finalement aussi le format, papier ou numérique de ce document, peu importe le titre, peu importe le format, c'est le contenu finalement qui va, être déterminant, d'accord? Et ce document-là, il va être destiné à vos clients. C'est un peu ce document va permettre de fixer par écrit, le cadre juridique bah, dans lequel vous allez réaliser vos services, d'accord? Vos consultations. C'est vraiment le socle de confiance qui va s'instaurer entre vous et vos clients. Au-delà de la confiance, on va dire, je dirais naturelle, c'est le socle écrit de cette confiance. Donc ça vise vraiment ce document, il vise vraiment à sécuriser la relation que vous avez avec vos clients. Elles permettent évidemment, comme je vous le disais, de respecter vos obligations légales. Donc on va voir que dans le contenu, il y a des clauses qui vont directement viser des obligations légales. Donc c'est le premier avantage de ce document-là. Mais au-delà de ce premier avantage, c'est l'intérêt d'avoir des conditions générales, c'est que ça permet de fixer, de définir clairement, bah, le périmètre de ces activités, des services qu'on propose. D'accord? Donc, l'intéressant de définir clairement ce qu'on propose, c'est que si demain il y a une action en responsabilité, si demain il y a un litige, eh bien, comme on aura défini clairement les choses, c'est sur la base de ce périmètre qu'on pourra discuter de votre responsabilité. D'accord? Donc, plus on est précis dans la manière dont on définit ces activités et dans la manière dont on définit aussi les conditions dans lesquelles on intervient, plus quelque part on est clair aussi sur le périmètre de notre responsabilité. Donc, si on veut se pencher sur le contenu de ce document-là, je dirais que dans ce document, je dois pouvoir trouver 5 clauses, indispensables. Ça, c'est vraiment le minimum. Donc 5 articles dans vos conditions générales qui seront le reflet, finalement de 5 informations légales qui sont, prévues par le code de la consommation. Donc, première clause importante de vos conditions générales, c'est la clause qui va préciser quelle est votre identité professionnelle. Identité professionnelle, c'est vraiment toutes les informations relatives à votre entreprise. Donc, votre numéro d'immatriculation professionnelle. Si vous êtes en société, il faudra mentionner la forme juridique de la société, son capital social. Il faudra préciser votre siège d'exercice. Mettez également vos coordonnées auxquelles on peut vous joindre. Si vous avez des locaux secondaires dans lesquels vous recevez vos clients, eh bien, indiquez-le exactement aussi. N'hésitez pas à indiquer vos formations. Voilà, donc là, c'est vraiment une partie qui doit être précise. Je dois pouvoir voir vraiment toutes les informations, de votre identité professionnelle. Ensuite, deuxième clause importante, et celle-ci, elle est souvent, je sais d'expérience quand je travaille avec vous, pas facile à rédiger parce que c'est une clause qui va viser à définir la nature de vos activités. D'accord? Et donc là, bah, c'est là qu'on va expliquer quand on est par exemple un naturopathe, eh bien qu'il faudra, voilà, quelles sont les prestations qu'on va proposer. Donc c'est là qu'on va dire, voilà, le prestataire est naturopathe ou réflexologue. Mais par exemple, pour un praticien de médecine traditionnelle chinoise, bon, est-ce que c'est pertinent d'écrire praticien de médecine traditionnelle chinoise? Est-ce que c'est pertinent d'écrire acupuncture? Ben non, c'est pas forcément pertinent de l'écrire parce qu'on sait que l'acupuncture, ça n'est pas autorisé. En tout cas, c'est une activité qui est réservée au monde médical. D'accord? Donc, si on écrit qu'on fait de l'acupuncture, qu'on est acupuncteur, on se met en danger. Donc, non seulement c'est une activité qu'il ne faudrait pas proposer si on n'est pas du domaine médical, mais en plus, si vous l'écrivez, vous vous tirez un peu une balle dans le pied. Donc, c'est une partie de vos CGV qui doit être rédigée quand même avec attention, ne pas trop en marquer, c'est quand même mon conseil, c'est de rester quand même assez concis, synthétique. Précisez dans cet article-là que vos activités sont non conventionnelles, qu'elles viennent en complément, d'accord? On n'est pas sur une pratique alternative, on est sur une thérapie, on va dire une pratique complémentaire, au médical, qu'on ne se substitue pas au médecin, qu'on ne fait pas de traitement ou de diagnostic de maladie humaine. On peut l'écrire ça et d'ailleurs moi je vous conseille à tous de l'écrire pour que les choses soient claires.
Voilà, tout simplement et que demain, si vous avez un contrôle de la DGCCRF et que l'agent de contrôle vous demande vos CGV, eh bien, au moins comme ça, il pourra constater le fait que vous êtes parfaitement clair et transparent sur la nature de vos activités, d'accord? Et que vous n'induisez pas en erreur vos consommateurs sur, vos activités et sur, l'objectif poursuivi, qui est un objectif de bien-être, de mieux-être et pas un objectif, médical, d'accord? On n'est pas médecin et ça, c'est vrai que c'est un point très important. Donc clause à rédiger vraiment avec attention. Troisième article de vos CGV, c'est l'article sur vos prix, vos conditions tarifaires. Donc là, on doit pouvoir vraiment voir vos tarifs. Si vous êtes soumis à la TVA, va falloir le préciser. Si par exemple, vous faites des déplacements à domicile et que des frais de déplacement peuvent s'appliquer parfois, eh bien, ça aussi, c'est des choses qu'il va falloir préciser dans vos conditions générales de vente. Ce qu'il faut, c'est que votre client n'ait pas de mauvaise surprise, que vos tarifs et la composition de votre prix soient clairs. D'accord. Donc, ça, vous le mettez dans vos conditions générales de vente. Vous pouvez aussi, évidemment, l'afficher sur votre site internet, afficher dans vos locaux si vous en avez. Enfin, voilà, soyez parfaitement transparent sur vos tarifs et vos conditions tarifaires. Autre clause très importante, c'est celle qui va venir fixer, enfin en tout cas venir préciser le nom de votre médiateur à la consommation auquel vous avez adhéré. Parce que, alors peut-être que certains le découvrent ce matin, vous devez tous adhérer à un médiateur à la consommation, d'accord? C'est obligatoire et donc vos conditions générales de vente permettront de donner, enfin, de mentionner le nom de ce médiateur à la consommation et le nom et ses coordonnées. Et dernière clause nécessaire, indispensable de vos conditions générales de vente, ce sont les informations sur le droit de rétractation. Puisque lorsqu'on est sur un contrat conclu à distance, d'accord, eh bien, vous devez respecter ce droit de rétractation. Vous devez informer vos clients du fait qu'ils ont le droit de se rétracter pendant 14 jours à compter du moment où se sont engagés, dans un contrat, dans une prestation, d'accord? Donc ça veut dire que votre client peut changer d'avis à tout moment, pendant ce délai de 14 jours et vous, votre obligation, c'est de lui rappeler qu'il a ce droit, lui rappeler la manière dont il peut exercer ce droit. Donc il va falloir lui fournir un formulaire type, qu'il va pouvoir ou pas d'ailleurs, à son choix, l'utiliser pour exercer ce droit de rétractation. Donc ça, ce droit de rétractation, c'est une règle d'ordre public qui va s'appliquer pour tous les contrats conclus à distance ou pour tous les contrats, conclus hors établissement, donc au domicile par exemple de vos clients et dans la vie très concrètement, la plupart des contrats sont conclus, à distance, hein. Donc vous êtes tous, à mon sens, hein, sauf peut-être petites exceptions, concernés par cette obligation. Donc 5 clauses hyper importantes de vos conditions générales, ça c'est le minimum. Après, c'est vrai qu'on pourrait aller un petit peu plus loin, on pourrait étoffer nos conditions générales de vente par d'autres règles, par d'autres clauses, qui vont venir, augmenter un petit peu plus le niveau de sécurité juridique. Par exemple, moi quand je rédige des CGV, je prévois toujours une clause sur la responsabilité, d'accord? Donc, dans cette clause de responsabilité, on ne pourra pas écrire parce que cette clause serait considérée comme pas valable. On ne pourra pas écrire que vous n'engagez pas votre responsabilité s'il y a un souci. Par contre, on peut venir quand même rappeler le périmètre d'engagement de la responsabilité. On peut fixer quand même les conditions dans lesquelles votre responsabilité va pouvoir s'engager s'il y a un souci. Et puis, par exemple, une autre clause à laquelle je pense et que moi je rajoute quasiment systématiquement, c'est, une clause qui va venir fixer, la durée d'engagement de vos clients. Ça va vous concerner, par exemple, si vous proposez des packs de plusieurs séances. Ça peut être alors je pense qu'il y a certains naturopathes qui le font, il y a je pense à d'autres métiers aussi du bien-être. Vous êtes un certain nombre à proposer, pas uniquement une séance, une fois, mais un suivi en fait sur par exemple un pack de 4-5 séances et donc là, la question c'est de savoir, bah, finalement, est-ce que votre client il est engagé sur, 6 mois et 6 séances? Ou est-ce que par exemple, il a la possibilité en cours de route de se désengager? Et si oui, bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il doit tout payer? Est-ce qu'il paye au prorata? Enfin voilà, donc ça c'est quand même des voilà, des éléments qu'il va falloir préciser dans vos conditions générales de vente pour éviter qu'il y ait des mauvaises surprises, tout simplement. Donc voilà sur les conditions générales de vente, ce qu'on pouvait en dire. Évidemment, si vous avez des questions, posez-les dans le chat pour qu'on puisse y répondre, ensuite. Mais voilà, conditions générales de vente, c'est vraiment, le document qui va, fixer vos conditions de vente
et venir vraiment, préciser la nature de vos activités et la manière dont vous pouvez, finalement, vous engager. Autre document légal, important, indispensable, dont je voulais vous parler ce matin, donc le deuxième document. On avait les conditions générales de vente, là on va avoir la politique d'information sur les données personnelles. Donc ça, c'est un document, qui va, trouver sa source d'application dans la réglementation sur, les données personnelles que j'ai évoquée au début du webinaire. Et donc c'est un document qui va être également destiné à vos clients. Alors comme tout à l'heure, peu importe finalement le titre du document, on va l'appeler politique d'information sur les données personnelles. On aurait pu l'appeler politique de protection sur les données personnelles ou politique de confidentialité. Vous l'appelez aussi parfois comme cela. Peu importe le titre, peu importe le format du document, d'accord, qu'il soit papier ou numérique. L'important, encore une fois, c'est le contenu, la qualité du document, donc le contenu des informations qui vont figurer dans ce document. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, ce document-là, il trouve sa source dans une réglementation qui est, la réglementation sur les données personnelles. L'objectif de ce document-là, c'est de venir informer vos clients, de la manière dont vous traitez, leurs données personnelles. D'accord? C'est vraiment un document qui vise à informer, les personnes concernées de finalement des données que vous collectez, de ce que vous en faites, de combien de temps vous les conservez. Et donc, si je m'arrête un petit peu, un petit instant sur ces données personnelles, peut-être que, je peux être un peu plus précise parce que, certains d'entre vous, peut-être, se posent la question de savoir qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Alors on peut un nom, prénom, un numéro de téléphone, une adresse mail. En effet, ce sont des données d'identification d'une personne, donc ce sont des données personnelles. Mais on peut aller un petit peu plus loin dans le raisonnement, parce que en tant que praticien du bien-être, souvent vous êtes amené à collecter, à stocker, pas uniquement des données d'identification. Lorsque vous allez recevoir vos clients en consultation ou lorsque vous allez préparer les rendez-vous, vous allez être amené à collecter des données sur leur situation, familiale, leur situation, de vie, leurs habitudes alimentaires. Est-ce que ces personnes font du sport? Est-ce que ces personnes sont malades? Est-ce qu'elles ont des antécédents médicaux? Est-ce qu'elles ont des maladies, enfin, ouais, est-ce qu'elles sont parfois vous rencontrez des gens qui sont en dépression. Donc vous pouvez être amené à collecter bon nombre de données personnelles. Donc vous êtes des acteurs en fait de collecte de données personnelles importants. Donc ça, c'est important de le c'est même indispensable d'en prendre conscience quand on a un métier orienté vers le bien-être. La plupart du temps, on collecte bon nombre de données personnelles et on collecte souvent des données de santé, d'accord? Donc les données de santé, c'est quand même les données sensibles, santé au sens large, des données sur une maladie, sur des antécédents, sur un handicap, mais aussi sur la santé, mentale d'une personne, d'accord? Les informations sur l'état physiologique de la personne sont considérées comme des données de santé. Donc voilà, ça c'est important d'en prendre conscience et donc comme on collecte des données personnelles, on peut en collecter de manière, papier, en prenant note pendant, les rendez-vous de consultation, mais on peut aussi, le faire via un ordinateur, via un outil web, d'accord? Donc, peu importe finalement la manière dont on va collecter, les données, on est concerné par la réglementation. Donc une fois qu'on a compris ça, eh bien on a des obligations spécifiques à respecter sur ce sujet des données personnelles et parmi les obligations qui sont prévues par, le texte, il y a cette obligation d'information, informer les personnes de ce que vous faites sur leurs données personnelles, d'accord? Donc cette politique d'information sur les données personnelles, elle va, contenir, les diff on va dire, il y a 8 parties, 8 informations, légales prévues par la réglementation que je dois pouvoir retrouver dans cette politique d'information, d'accord? Donc, 1re rubrique de votre document, ça va être votre identité. On va retrouver les mêmes informations à peu de choses près, que celles du premier article de vos conditions générales de vente, d'accord? Donc qui êtes-vous? Donc je dois pouvoir voir les informations sur votre identité professionnelle et vos coordonnées. Et ensuite, on va, dans ce document-là, préciser quelles sont les finalités, c'est-à-dire les objectifs que vous poursuivez lorsque vous collectez des données personnelles. Gestion de mon agenda, préparation et des consultations et suivi, des personnes. Mais donc ça, ce sont des finalités de traitement, d'accord? Mais ça peut, pour certains d'entre vous, et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à l'envisager, ça peut être aussi,
faire des actions de fidélisation client. Envoyer une newsletter à mes clients et pourquoi pas à mes prospects, pour essayer de booster un peu plus mon activité. Donc ça, ce sont des finalités de traitement que je dois pouvoir voir dans, votre politique d'information. En fait, les personnes doivent savoir pourquoi, vous collectez leurs données, d'accord? À quelle fin? Et puis pour chacune de ces finalités, vous devrez, préciser quel type de données personnelles vous collectez. Est-ce que c'est des données d'identification? Est-ce que ce sont des données sur la situation personnelle de la personne? Est-ce que je collecte des données de santé? D'accord? Ça, c'est très important de le préciser. Et puis pour chaque finalité et pour chaque catégorie de données personnelles, on va devoir aussi préciser quelles sont les durées de conservation. Parce qu'en fait, on ne peut pas conserver les données un temps, indéfini. On doit se fixer des durées maximum de conservation des données et à l'issue de ces durées maximum, on doit supprimer les données de nos outils, d'accord? Donc, par exemple, les données personnelles que l'on va collecter dans le cadre, de la gestion de notre agenda, de la préparation des rendez-vous, du suivi des rendez-vous, on va pouvoir les collecter maximum, allez, 5 ans à compter, du dernier contact avec la personne. Mais si vous êtes amené à collecter des données de santé, il va falloir, mettre en place des alors déjà, il va falloir qu'on évite d'en collecter un maximum, donc on ne collecte que ce qui est absolument nécessaire, hein. On applique vraiment ce principe de minimisation et si on en collecte, eh bien, voilà, prévoyez des durées de conservation qui soient, les plus minimes possibles. Donc, par exemple, pour des données de santé, 2 ans, 1 an, ça me paraît, déjà très, très bien. D'accord? Dans cette politique d'information, on va aussi venir préciser, bah, qui, à part moi, moi en tant que thérapeute, en tant que praticien, qui peut avoir accès potentiellement aux données? Et ça fait le lien avec les outils que vous utilisez et vous en utilisez tous forcément dans le cadre de votre activité. Je pense par exemple à ton outil Jupiter, Elodie, ton logiciel, de gestion Jupiter. Eh bien, dans votre politique d'information, si vous êtes cliente et que vous utilisez ce logiciel, Jupiter pour, ben, vous aider à mieux gérer, mieux optimiser votre activité, eh bien, il y aura, nécessairement des données qui vont être des données personnelles qui vont être intégrées dans ce logiciel. Donc dans votre document, précisez-le, d'accord? Si vous utilisez un outil, par exemple un calendrier en ligne, pareil, marquez-le. Je pense aussi aux plateformes, de référencement sur lesquelles vous pouvez avoir une fiche, praticien. Bah, la plateforme sur laquelle les personnes vont pouvoir réserver avec vous auront accès aux données personnelles de réservation de madame Dupont qui prend rendez-vous avec vous. D'accord? Donc voilà, l'idée c'est que ce document-là soit vraiment transparent sur, la manière dont, les données des gens sont collectées, sont traitées et qui peut avoir accès. Évidemment, on va aussi faire le clair sur les transferts potentiels de données, tout ou partie, en dehors des frontières de l'Union européenne, parce qu'en fait, le RGPD, la réglementation, s'applique et protège les données au sein de l'Union européenne dès lors que vous faites appel à des outils étrangers. Je pense par exemple à Calendly, je pense à Google, je pense à plein d'outils du marché qu'on connaît, hein, et qu'on utilise tous. Eh bien, ce sont des outils étrangers à l'UE. Donc, il y a nécessairement des transferts de données hors UE lorsqu'on utilise ces outils. Donc, il faut faire attention quand on utilise. Déjà, il faut veiller, vérifier que chaque outil qu'on utilise est bien adapté à l'usage qu'on veut en faire, d'accord? Et vérifier une fois qu'on a choisi cet outil. Donc, on regarde finalement. Alors, comment on fait? Ben, on va déjà lire les documents RGPD de ces outils pour voir s'il y a des transferts de données. Si oui, vers quel pays? Est-ce que les pays concernés sont bons élèves, et ont une législation qui est protectrice des droits, des libertés des personnes ou pas. Enfin, voilà, en tout cas, ça, c'est un travail qu'il faut quand même en tout cas, c'est des questions qu'il faut se poser et qu'il faut vérifier avant de choisir ces outils. Et puis dans ce document, alors j'avance parce que le temps passe. Dans ce document, on va aussi rappeler les droits des personnes. La personne, elle a un droit d'accès, un droit de rectification, elle a un droit d'opposition. Par exemple, si vous lui envoyez une newsletter, la personne a un droit d'opposition, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir à tout moment s'opposer et ne plus recevoir votre newsletter. Donc vous, votre obligation, c'est de lui rappeler qu'elle a ses droits et puis aussi de respecter, lorsque la personne exerce ce droit, eh bien, il faut évidemment, y répondre. Donc voilà les 8 informations légales obligatoires que je dois trouver dans votre politique d'information sur les données personnelles.
J'avance, je pense qu'on a fait le tour de ce deuxième document et puis je vais vous présenter maintenant le troisième document, le registre de traitement. Alors le registre de traitement, contrairement aux 2 autres documents qui sont destinés à vos clients, ce registre-là, il est destiné à la CNIL en cas de contrôle. C'est-à-dire que c'est un document, une fois qu'on l'a élaboré, on va le garder on va le conserver précieusement sur son ordinateur ou dans son armoire et on le communiquera à la CNIL, donc l'autorité de contrôle, si jamais on fait l'objet d'un contrôle, sur le respect de la réglementation. Donc ce registre de traitement, c'est quoi? Ce registre de traitement, en fait, c'est un outil qui va, vous permettre de recenser les différents types d'activités que vous avez sur des données personnelles. Donc c'est aussi un document RGPD, d'accord? Et ce document-là va vous permettre d'avoir finalement une vue d'ensemble, mais au niveau de votre entreprise. Donc on va pas uniquement dans ce registre, parler et recenser les traitements qu'on fait à l'égard de nos clients, mais en fait, on va raisonner 360 par rapport à nos activités d'entreprise. Donc si par exemple, vous avez des salariés, bien qui sont des personnes concernées par la réglementation, vous devrez aussi recenser dans ce registre, les types d'activités de traitement que vous avez sur les données de vos salariés, d'accord? On va aussi s'intéresser si vous avez des prospects, si vous avez je ne sais pas, si vous avez une activité qui est importante sur les réseaux sociaux ou sur un site internet. L'idée, c'est de pouvoir recenser dans ce registre les différentes activités que vous avez sur des données personnelles, que ce soit vos clients, vos prospects, vos salariés, vos partenaires, vos fournisseurs, enfin voilà, toutes les personnes dont vous pourriez être amené à traiter les données personnelles. Donc c'est un registre qui ne va pas recenser le nom de vos clients, de vos prospects. On ne va pas dans ce registre-là, mettre les données personnelles en question, mais c'est un document qui va vraiment, recenser les types d'activités que vous avez sur les données personnelles. Et notamment ce qu'on va devoir, mettre dans ce registre, si vous êtes concerné et ça va concerner la plupart d'entre vous, c'est les traitements qui portent sur des données sensibles. Donc là, par exemple, si à l'égard de vos clients, vous pouvez être amené dans certains cas à collecter des données de santé, d'accord? Antécédents, maladies, enfin voilà, handicap, et bien ça, il va falloir le renseigner dans votre registre, OK? Et puis préciser du coup, quelles données vous collectez, dans quel cas, combien de temps vous les conservez, comment vous les avez sécurisées. Donc c'est des choses qu'il va falloir renseigner dans votre registre de traitement. Autre élément hyper important, c'est si vous êtes amené dans votre activité à recevoir un public dit vulnérable, des mineurs, des personnes âgées, des personnes malades, qui sont gravement malades, comme par exemple des personnes atteintes d'un cancer, eh bien, vous devrez aussi, ça c'est un élément important, l'identifier et le recenser dans votre registre de traitement. Donc dans ce registre-là, eh bien, vous allez un peu comme si vous reprenez le contenu de votre politique d'information sur les données personnelles, on va retrouver un peu les mêmes catégories. Alors moi, je le fais souvent sous format Excel, ce registre-là, mais on peut tout à fait utiliser un doc Word, hein, c'est tout à fait possible. Je l'utilise aussi pour certains de mes clients. Et dans ce document-là, on peut faire une partie sur, les traitements qu'on fait à l'égard de nos clients. Et puis, par exemple, si on a, je sais pas moi, si on a, une activité de prospection, si on a une activité marketing importante, et ben, on peut faire une fiche, ou une partie spécifique sur cette partie-là aussi. Et dans ce registre-là, eh bien, vous allez, recenser, les catégories de données personnelles concernées pour chaque finalité de traitement, les durées de conservation, est-ce qu'il y a des transferts de données, quels outils vous utilisez, d'accord? Donc vraiment, c'est un outil qui va vous allez mettre 1 heure à le faire, mais au final, vous aurez une vue, d'ensemble en fait, une vue macro, des traitements que vous faites sur les données personnelles. Donc vous allez faire, c'est une vraie cartographie de traitement et cette cartographie va vous permettre déjà de prendre conscience, du fait que vous collectez plus ou moins, on va dire de manière importante des données personnelles et de voir, bah, finalement, est-ce qu'il y a là, il y a un sujet, là, il y a un problème, est-ce que je ne dois pas mettre en place, une action corrective, d'accord? Ou là, par exemple, bah, tiens, est-ce que j'ai demandé le consentement de la personne, si je fais de la prospection? Donc voilà, l'idée, c'est vraiment aussi, de ce registre-là, il vous permet aussi de vous poser les bonnes questions et de pouvoir initier des actions correctives si vous en identifiez. Voilà, donc maintenant que vous avez compris, ce que c'était que ces 3 documents légaux,
ce qu'il fallait mettre dedans, eh bien, c'est à vous de travailler. J'ai envie de dire que, vous avez toutes les clés ou peut-être, presque toutes les clés pour les rédiger vous-même, d'accord? Donc vous pouvez tout à fait faire ce travail, vous-même en vous basant, bah, donc sur les ressources, de ce webinaire ou sur mon site internet. Je mets également, j'écris des articles, je fais des fiches pour vous aider justement à comprendre vos documents, vos obligations légales et pouvoir les rédiger. Donc faites ce travail-là. Si vous vous sentez de passer à l'étape de la rédaction, n'hésitez pas à le faire. Ce sera, voilà, le principal, c'est que vous ayez vos documents, vos documents légaux. Peut-être un conseil, si vous choisissez des modèles, si vous allez chercher des modèles sur internet, faites attention quand même à la source, d'accord? Vérifiez quand même que vos documents sont fiables, et surtout ce qui est important, c'est qu'ils soient adaptés à vos activités. Parce que si vous avez des modèles, des templates, heu et que vous ne les avez pas adaptés à vos activités sur les données personnelles, sur la manière dont vous recevez vos clients, à distance, à domicile, par rapport à vos activités, et ben, du coup, on va se retrouver avec des documents qui seront génériques et qui seront pas conformes parce que pas adaptés, et donc on va peut-être considérer, si vous avez un contrôle, que les informations légales que vous avez qui figurent dans vos documents-là sont pas correctes. Donc Élodie, elle a bien posté un sondage pour voir, bah, finalement parmi vous, qui avait déjà qui d'entre vous, qui parmi vous avait déjà ces documents légaux? Donc je vois, il y a quand même pas mal de gens qui ont déjà des conditions générales de vente, donc ça, c'est très bien. 80. Politique d'information sur les données personnelles, moitié-moitié. Et puis registre de traitement, vous êtes, finalement, très peu à l'avoir mis en place. Donc voilà, ça c'est important peut-être de passer à l'action sur tout ou partie de ces documents-là. Et puis pour ceux qui, bon, bah, se sentent pas de rédiger, j'en connais un certain nombre, eh bien, vous pouvez peut-être, vous intéresser à la solution du pack clé en main que j'ai élaboré et que je vais prendre un instant pour vous présenter si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce que c'est que cette solution du pack, clé en main que je propose? Alors, bah, c'est vrai que ça vient de ma pratique d'avocate, à force d'être sollicitée par les praticiens, à force de rédiger des documents, eh bien, j'ai modélisé en fait dans mon générateur, Numédoc, donc qui est un logiciel de génération. J'ai modélisé des documents, conditions générales, politique d'information, registre, mention légale de site, enfin voilà, donc j'ai modélisé des documents qui sont adaptés à vos métiers en fait, aux problématiques juridiques que je commence à bien comprendre, maintenant que je travaille avec vous depuis plusieurs années, et donc je propose, un pack de documents qui est adapté à vos activités bien-être. Alors ce document-là, enfin ce pack-là, il faut voilà, c'est vraiment des documents que j'ai fait moi-même, hein, que j'ai conçus sur mesure, et qui sont adaptés à toutes les activités, bien-être qui sont proposées de manière individuelle à des consommateurs. Donc, si vous êtes naturopathe, réflexologue, praticien, en énergétique, kinésiologue, enfin toutes les activités bien-être ou mieux-être sont concernées. À partir du moment où vous les proposez à des individus, d'accord, ces documents-là du pack peuvent tout à fait, vous convenir. Alors je prévois en fait, je propose 2 versions en fait de ce pack selon, parce qu'en fait je me suis rendu compte que en fonction quand même de vos types d'activités, un pack pouvait être plus adapté que l'autre. Donc dans le pack client, c'est la première version du pack, je propose 2 documents, les conditions générales de vente et la politique d'information sur les données personnelles. Et dans la deuxième version, le pack pro, la version numéro 2, elle est plus complète puisqu'en fait, on va avoir un troisième document qui est le registre de traitement. Alors pourquoi je propose 2 versions différentes? C'est qu'en fait, pour les praticiens, qui seraient, je pense par exemple à certains ostéopathes ou certaines personnes qui proposent du massage bien-être. Certains professionnels finalement collectent des données personnelles, mais n'en collectent pas de manière, trop importante, ne collectent pas de données, sensibles notamment, et donc pour ces professionnels-là, j'ai pas forcément de valeur ajoutée à leur proposer mon registre de traitement. Peut-être que d'aller prendre un modèle, notamment celui de la CNIL, pourrait suffire. En revanche, pour ceux
comme les naturopathes, comme les enfin, en tout cas, tous les professionnels du bien-être qui sont amenés à collecter quand même bon nombre de données personnelles, des données sensibles, qui sont notamment amenés à recevoir certaines personnes vulnérables parfois. Bon, bah, là, il va falloir quand même faire attention à la qualité, de votre registre et donc là, ça peut avoir du sens de vous orienter vers ce pack pro parce que vous aurez mon registre de traitement, adapté à vos activités. Donc 2 versions de ce pack clé en main et comment vous pouvez l'obtenir? Alors en fait, j'ai digitalisé tout le parcours. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez sur mon site internet, vous commandez vous choisissez le pack, de votre choix, hein, le pack client ou le pack pro et ensuite, vous arrivez dans Numédoc, mon logiciel, et vous allez en fait être guidé. Il y a des questionnaires juridiques que j'ai élaborés, donc je vous pose des questions. Quel type de données personnelles vous collectez? Pour quelle finalité? Est-ce que vous exercez vos activités, à distance? En fait, je vous pose plein de questions en ligne et vous répondez. Donc il y a tout un petit parcours comme ça, vous répondez aux questions et à la fin, vous obtenez vos documents qui vont se générer au format doc et qui seront adaptés aux réponses que vous aurez, apportées dans les questionnaires. Donc vous aurez des documents, donc rédigés par moi-même et adaptés en fonction des réponses que vous avez apportées et si, vous avez quand même besoin de réassurance, vous avez encore des questions, vous avez besoin d'aller plus loin dans votre conformité, eh bien, c'est tout à fait possible. En fait, vous pouvez à tout moment dans votre parcours, au début, au moment de la commande ou à tout moment, en fait, activer une option qui s'appelle Acte Sécure et qui permet, bah, de prendre un temps, 1 heure minimum avec moi pour faire le point sur sur vos activités, sur vos documents et on vérifie si tout est dans les clous. Et je précise qu'en fait, vous pouvez, faire tout cela sans forcément avoir déjà votre numéro SIRET. Vous pouvez, si vous n'êtes pas encore en exercice, vous allez lancer votre activité dans les prochains mois, vous pouvez tout à fait, commander le pack et puis remplir les questionnaires dans un second temps. Il n'y a pas de temporalité, imposée dans le processus. Et donc, bah, c'était la surprise, de rentrée dont je voulais vous parler, dans ce webinaire. C'est que, bah, je vous propose une promo jusqu'à la fin du mois de septembre de 30 pour pouvoir, si vous le souhaitez, utiliser le pack clé en main. La promo, elle marche sur les 2 formules, le pack client et le pack pro et vous pouvez activer aussi, le paiement en 4 fois sans frais. Donc pour ceux qui ont un budget, un petit peu plus limité en cette rentrée, bah, voilà, vous pouvez activer sans frais le paiement en 4 fois. Donc pour profiter de la promo, n'hésitez pas, il va falloir, mettre le code promo PACSIT que j'ai mentionné ici, d'accord? N'oubliez pas de le mettre parce que, parfois, il y en a certains qui ont oublié et donc bon, voilà, c'est compliqué pour moi ensuite de repartir en arrière, mais on y arrive toujours. Voilà, donc allez découvrir, prenez le temps si ça vous intéresse, allez découvrir les 2 versions du pack et voir si ça peut, éventuellement, convenir à vos besoins. Voilà, c'est une solution que je propose depuis plusieurs années, hein, qui est j'ai que des retours positifs donc allez jeter un œil, je pense que ça peut grandement vous intéresser pour certains d'entre vous, en tout cas pour ceux qui se sentent pas de rédiger. De toute manière, que ce soit mes documents ou les vôtres, le principal, c'est que vous ayez des documents légaux, d'accord? Donc je dirais que le plus important, c'est ça, c'est qu'au final, vous ayez vos documents et que vous soyez en conformité, légale par rapport aux réglementations. Alors où trouver le pack? Je vous ai mis le lien, et puis Elodie, si tu peux mettre dans le chat également les informations et vous avez le C'est QR fait. code que vous pouvez scanner si vous avez besoin. Voilà pour, le pack et alors donc du coup maintenant, une fois qu'on a compris qu'on avait besoin de nos documents légaux, beh, comment on les met à disposition? Où et comment? Ça c'est un point très important. Donc on va parler pratico-pratique. Où est-ce que je les mets mes documents une fois que je les ai? Alors rappelez-vous le registre de traitement, celui-ci, on le laisse dans notre placard ou dans notre ordinateur, puisque ce document-là, ce registre-là, il ne doit pas être mis à disposition de nos clients. Il doit être conservé en lieu sûr et en cas de contrôle de la CNIL, eh ben, on le sort et donc là, on peut démontrer qu'on s'est posé, plein de questions au niveau de notre conformité RGPD. Donc ça, ce premier document-là, c'est simple, une fois qu'il est élaboré, vous le conservez précieusement, dans votre entreprise. Les 2 autres documents, donc les conditions générales de vente et la politique d'information sur les données personnelles, ces 2 documents-là, eh bien, il va falloir les mettre à disposition de vos clients, d'accord? Parce qu'ils concernent vos clients et il va falloir les mettre à disposition avant les consultations. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes,
avant de s'engager avec vous, avant de réaliser la consultation, il faut qu'elles aient pu, en fait, en théorie, qu'elles aient pu consulter vos documents. D'accord? Donc il va falloir, trouver, le moyen ou les moyens les plus adaptés selon, vos activités. Donc ça peut être, évidemment, il y a plein de manières de les mettre à disposition, mais, je dirais que ce qui est important de comprendre, c'est que la signature, donc le consentement du client sur vos documents, ça peut être un élément de sécurité supplémentaire, mais c'est pas légalement imposé, c'est pas obligatoire. Donc en fait, votre obligation, c'est de les mettre à disposition. D'accord? Vos clients doivent pouvoir doivent pouvoir les consulter. D'accord? Donc, comment je les mets à disposition? Ça peut être si vous avez des locaux avec, par exemple, un petit espace, salle d'attente, bah, vous n'hésitez pas à les mettre dans un petit compartiment, vous les imprimez et vous les mettez en libre accès. Ça, c'est tout à fait intéressant. Pour ceux qui fonctionnent par mail, par exemple, ou par téléphone, n'hésitez pas à communiquer, par mail en pièce jointe, vos documents et vous pouvez aussi les mettre à disposition sur votre site internet si vous en avez un ou encore sur, la plateforme, sur laquelle, vous avez, votre fiche, praticien. Donc, par exemple, un exemple de mail, je vous ai fait, si vous voulez, envoyer vos documents par mail, ça peut être, par exemple, une personne, vous contacte pour prendre rendez-vous, par téléphone, eh bien, vous pourriez, lui demander son mail et puis lui envoyer un mail pour lui confirmer le rendez-vous et en profiter pour, bah, du coup, lui dire: «Bah, vous trouverez ci-joint mes conditions générales de vente, ainsi qu'une politique d'information sur l'usage de vos données personnelles», bien cordialement. Donc du coup, là, vous avez confirmé le rendez-vous et mis à disposition vos documents. Donc là, vous avez respecté vos obligations légales, d'accord? Et puis ça peut être aussi, par exemple, si vous je sais pas, vous utilisez un site une plateforme de réservation, vous avez votre fiche praticien sur laquelle vous allez préciser qui vous êtes et ce que vous proposez comme service. Vous pourriez en bas de cette fiche-là mettre: «Je vous invite à prendre connaissance de mes conditions générales de vente, ainsi que de ma politique d'information sur l'usage de vos données personnelles». Et là, vous pouvez mettre des liens cliquables, par exemple, qui renvoient vers des documents, PDF. D'accord? Donc, une fois que vous avez les documents, vous avez mis, votre charte, voilà, vous avez vos documents là, vous pouvez les mettre à disposition directement sur internet. Et puis, bah, peut-être, Élodie, je vais te laisser la parole parce que toi, tu as mis au point donc que ce soit ton logiciel Jupiter ou ta plateforme Mon Pro de Bien-être, donc tes deux solutions, complémentaires. Toi, tu proposes à tes clients, en fait, la possibilité de mettre leurs documents légaux à disposition de leurs clients. Donc, bah, je te laisse la parole. Explique-nous un petit peu comment tu fonctionnes. Oui, alors merci. Alors ça tombe bien parce que justement dans le chat, il y a Karine qui vient de demander sur quel logiciel. Donc voilà, on a un timing parfait. Donc le logiciel Jupiter, effectivement, c'est un logiciel de gestion de cabinet très complet pour les professionnels du bien-être où ben, vous allez pouvoir mettre vos documents légaux. Donc les télécharger une seule fois, comme vous le voyez là sur la capture. Donc une fois que vous avez fait vos documents avec Elise, vous allez pouvoir les implémenter sur le logiciel. Donc pour le praticien, c'est très simple. Il y a un bouton qui est à basculer sur lui dans les paramètres du logiciel. Et donc vous allez ensuite pouvoir télécharger vos deux documents. Là, j'ai rajouté, en plus d'obtenir le consentement de vos clients. Donc sachez que là, Elise n'en a pas parlé parce que il faut rentrer dans le temps du webinaire, sinon on va déborder. Mais sachez que quand vous récoltez des données de santé, il faut également obtenir le consentement de vos clients. Donc, il faut qu'ils soient d'accord pour que vous récoltiez les données de santé. C'est des données sensibles, hein, un peu particulières, donc il y a une démarche supplémentaire. Sur Jupiter, c'est très simple, comme vous le voyez là, c'est la troisième petite flèche qui est en bas. Le client, via son espace personnel, il va avoir accès à l'information, donc à vos deux documents, très simplement comme vous le voyez ici. Et puis, il va pouvoir cocher oui ou non s'il est d'accord que vous récoltiez ces données de santé. Donc ça, c'est pour la partie documents juridiques et comment le faire accepter facilement à vos clients. Ensuite, vous, sur votre logiciel, j'ai mis une petite capture ici. Donc, une fois que votre client les a acceptés, bah, vous allez retrouver l'information sur votre logiciel dans la fiche du client. Donc là, vous voyez, hein, le client a accepté le document tel jour à telle heure. Donc, en sachant que là aussi, votre client, il pourra à tout moment reconsulter ces documents directement sur son espace personnel.
Ensuite, on a également la plateforme Mon Produit Bien-être, donc qui est une plateforme de prise de rendez-vous en ligne où vous pouvez avoir une fiche praticien complète. Là aussi, vous allez pouvoir afficher vos documents légaux directement sur votre fiche. Donc, comme vous le voyez ici, hein, votre politique de confidentialité, vos CGV. Vous pouvez aussi renseigner toutes vos informations légales, hein, comme les coordonnées de votre médiateur, on en a parlé tout à l'heure, ou votre numéro de SIRET. Et tout ça, bah, vous pouvez le paramétrer directement depuis votre logiciel Jupiter. Tout est centralisé sur un seul outil. C'est plus simple quand même pour le praticien. Et puis le client, lui, qui se promène sur la plateforme Mon Produit Bien-être à la recherche d'un praticien pour l'accompagner, eh ben, il va avoir toutes les informations dont il a besoin. Super Elodie. Et puis, Voilà. pour ceux qui voudraient en savoir plus, parce que, bon là, tu as présenté rapidement tes 2 solutions, mais, tu vas faire prochainement un webinaire. Alors je crois que c'est oui, c'est la semaine prochaine. C'est ça. Donne-nous un petit peu d'informations pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus. Oui, alors c'est vrai que Jupiter est très complet. Il y a la facette RGPD qui est très importante et qu'on a mis vraiment un accent dessus pour vous aider à vous mettre en conformité. Par contre, il a de nombreuses autres fonctionnalités et il peut vraiment vous aider à booster votre rentabilité. Donc la rentabilité de votre activité, que vous soyez dans le bien-être ou l'accompagnement. Et c'est ce qu'on va voir en fait dans ce webinaire. Donc on va vous donner 5 clés pour booster votre rentabilité, que ce soit avec ou sans le logiciel Jupiter. Et donc, c'est totalement offert. Donc, n'hésitez pas à venir vous inscrire. On va vous mettre le lien dans le chat. Et Mmh. puis, là, vous avez aussi le QR code si vous souhaitez Tout à fait. le Je vais scanner. partager dans le chat les informations sur ton webinaire, donc n'hésitez pas à vous Mhm. inscrire, si vous le souhaitez. Et puis, je pense qu'on a voilà, on est sur l'heure des questions. On va prendre, quelques minutes pour répondre, aux questions de l'assistance. Est-ce qu'elles sont nombreuses les questions, Elodie? Alors, il y en a qui reviennent beaucoup. Il y en a une qui revient, c'est la petite partie sur le délai de rétractation dans les CGV. Alors là, j'en ai noté une dizaine hein, qui ont posé Ah, pas la même question. C'était de revenir dessus, d'expliquer en fait comment ça se passe si le client prend rendez-vous dans ce délai de 14 jours, donc par exemple 7 jours avant le rendez-vous, ou est-ce que dans les CGV, le praticien peut ajouter le fait que 48 heures avant, le client ne peut plus annuler le rendez-vous, ne sera plus remboursé. Voilà, il y a cette oui, petite partie de d'accord. rétractation. Alors je prends un temps pour préciser cela parce que c'est vrai que ce sujet de la rétractation, c'est pas un sujet facile et c'est vrai, tu as raison, je suis allée vite. Alors je précise les choses sur ce droit de rétractation. Donc ce droit de rétractation, c'est un droit d'ordre public, donc on peut pas écrire n'importe quoi dans nos conditions générales, à ce sujet. Donc ce droit de rétractation, il va s'appliquer lorsque le contrat est conclu à distance, d'accord? Ou conclu hors établissement. Donc très concrètement, lorsque l'engagement, s'est fait, alors que les personnes ne se sont pas rencontrées physiquement, d'accord? Donc dans les faits, ça arrive la plupart du temps si on est sur un contrat conclu à distance. Ce droit de rétractation, il permet à vos clients, en tout cas en théorie, de se rétracter pendant 14 jours à compter de l'engagement qui a été pris. D'accord? Donc c'est des 14 jours calendaires qui vont commencer à courir à compter du lendemain de l'engagement. Bon, précisément. Donc dans la concrètement, si je prends un exemple concret, c'est que par exemple, si, la personne vous appelle, pour prendre un rendez-vous, je sais pas, on est le 19 septembre. Vous lui donnez un rendez-vous, je sais pas, le 15 octobre. D'accord? Elle pourra, si le contrat a été conclu à distance, d'accord? Si vous avez convenu du rendez-vous, sans vous voir, elle pourra exercer son droit de rétractation. Elle a 14 jours en fait pour dire: «Bah désolée, je vais me rétracter et je ne vais pas honorer le rendez-vous». Et si par exemple il y a eu des sommes payées d'avance, d'accord, bah vous devrez du coup rembourser sans frais la personne, si jamais elle a payé par exemple sur un site, en ligne, d'accord? En revanche, si le rendez-vous, il était pris pour, la semaine prochaine, donc la personne, en fait, vient au rendez-vous, d'accord? Le rendez-vous est totalement fait. Évidemment que là, on va et c'est ce qu'on écrira d'ailleurs dans les conditions générales de vente, c'est si le rendez-vous est totalement entièrement réalisé, la personne on considérera qu'elle a renoncé à son droit de rétractation, d'accord? Donc elle ne pourra plus, après coup, se rétracter. En revanche,
Je prends un exemple un peu différent pour que vous compreniez les nuances. Si la personne, au moment de l'engagement, en fait, elle a pris un pack de 6 séances, et d'ailleurs, elle a peut-être payé un acompte, elle a payé une partie. La première séance de son pack, elle est réalisée la semaine prochaine. Elle l'a fait. En revanche, la personne, elle s'est engagée pour les 6, d'accord? Et comme elle est encore dans un délai de 14 jours, elle pourrait, en respectant son délai, se dire: «Bah, finalement, cette première séance, bon, c'était pas à la hauteur de mes espérances ou bon, finalement, j'ai peut-être pas le budget qu'il faut». Bref, que sais-je? J'ai envie de me rétracter. Et bien, dans ce cas-là, elle pourra, après le premier rendez-vous, toujours exercer son droit de rétractation pour la suite. Et dans ce cas-là, eh bien, vous devrez, honorer cette demande de rétractation et donc la rembourser au prorata des séances non réalisées, si jamais il y a eu des paiements d'avance. OK? Donc c'est voilà, j'espère que j'ai été un petit peu plus claire et que j'ai répondu aux questions à ce sujet. Mmh. Dites-nous dans le chat si c'est bon. Alors après, j'avais aussi des questions sur tes solutions, Élise. Mmh. J'ai pris note de Sophie et Christelle qui demandent si tu proposes la relecture et la mise en conformité des documents qu'elles auraient déjà faits. Alors je dirais que en général, je le fais pas parce que, alors je peux le faire, hein, c'est quelque chose de possible, mais c'est compliqué pour moi de travailler la rédaction d'un document que je n'ai pas rédigé moi-même du début. Et donc ça dépend aussi de la qualité rédactionnelle du document. Donc c'est compliqué pour moi de repasser derrière quelqu'un, et en fait, en général, ça me demande plus de temps de corriger le document que de le refaire moi-même depuis le départ. Bon, après ça m'arrive pour certains de mes clients, ils m'envoient leurs documents, je les regarde en diagonale et je leur dis si c'est OK dans les grandes lignes ou s'il y a tout à ref ou s'il y a ou ça va pas. D'accord? Donc je peux donner un premier avis, en général, je le donne gratuitement. Si ça me prend pas longtemps, donne un premier avis général. Mais après de retravailler un document, ça c'est quelque chose qu'en général je fais pas parce que voilà, pour les raisons que je vous ai expliquées. Peut-être juste pour cette histoire de 48 heures, c'est vrai que je me rends compte que j'y ai pas répondu. Donc il y a ce droit de rétractation, ce droit, il est, comme je vous le disais, d'ordre public, donc on peut pas écrire quelque chose qui serait contraire à cela. Ça n'empêche pas qu'on peut, dans nos conditions générales, prévoir une clause, pour dire: «Bah, voilà, il y a un délai de prévenance si vous souhaitez annuler, votre rendez-vous, on veut que vous puissiez nous prévenir quand même à l'avance pour, éviter que ça désorganise notre activité, donc vous vous engagez à nous prévenir 48 heures à l'avance», par exemple. Ça, on peut l'écrire. Mais en revanche, on va pas pouvoir aller au-delà de ça. Parce que si la personne, elle on peut pas le la personne peut se rétracter, jusqu'au en fait, la loi ne précise pas, elle précise simplement le délai de rétractation de 14 jours. Elle précise pas si elle peut le faire, avec un délai de prévenance ou pas. D'accord? Donc, voilà, vous pourrez quand même écrire dans vos CGV qu'il y a ce délai de prévenance qu'on vous demande. En revanche, prévoir le fait qu'il y aura pas de remboursement pour les personnes qui ne préviennent pas, je ne sais pas si ça tiendrait devant un juge, d'accord? Voilà, bon après on peut tenter, on peut toujours écrire les choses et tenter, mais voilà, si ça va jusque devant la justice, je ne suis pas certaine qu'au regard des règles du droit de rétractation, ça tienne bien la route. Est-ce qu'on prend encore, 1 ou 2 questions? Oui, une petite question qui a été posée en cas de mise à jour. Est-ce que tu les tiens informés? Alors, pardon, excuse-moi. Oui, alors pour les mises à jour, alors c'est vrai que quand il y a une vraie, évolution de la réglementation, en général, ce que je fais, c'est, via ma newsletter. Pour ceux qui s'abonnent à ma newsletter juridique, j'envoie une information. Après, c'est vrai que de faire de la mise à jour, client par client, je vais pas faire une veille pour tous mes clients parce que j'en ai beaucoup. J'ai plus de 400 clients, praticiens, donc je vais pas pouvoir à la marge le faire pour chacun d'entre vous. Mais, en général, les gens qui sont clients chez moi, on reste en contact, donc, on s'échange des mails, donc voilà, pour ceux qui souhaitent être, avertis, il n'y a pas de difficulté, je le fais sans aucune, difficulté. Et puis, s'il faut mettre à jour le document, parce qu'il y a une évolution réglementaire ou parce que vous, dans votre activité, vous avez évolué, ça peut arriver aussi.
On peut tout à fait, via notamment l'option Acte Sécure dont je parlais tout à l'heure, donc c'est une option que vous activez dans votre espace, se prendre, 1 heure pour faire le point sur ces évolutions-là et du coup voir qu'est-ce qu'il y a à mettre à jour dans les documents. Et puis, Super, bah, donc là, tu as voilà, j'ai répondu à Isabelle, là. C'est OK. bien, tu réponds en même temps. Et puis voilà, ce que je disais, c'est que vous pouvez me contacter par mail, que vous soyez client ou pas, n'hésitez pas, je réponds toujours aux personnes qui me répondent. S'il y a besoin d'une étude particulière, je propose un rendez-vous. Voilà, on se prend une demi-heure ou 1 heure pour, faire le point. Et puis pour les questions, assez simples, j'y réponds, par mail. Donc, je mets mon adresse mail, donc vous pouvez tout à fait me contacter. Et puis, bah, Élodie, je sais que toi aussi tu proposes, des sessions aussi d'information, des démos gratuites. Donc au-delà du webinaire que tu vas organiser, on peut tout à fait aussi te contacter pour, répondre aux questions si besoin. Oui, tout à fait, il faut pas hésiter. Puis de toute façon, ben, pour les personnes qui sont intéressées, vous pouvez vous inscrire au webinaire. Même si vous n'êtes pas disponible à ce moment-là, on enverra aussi un replay. J'ai vu la question dans le chat. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On en reparlera de tout ça. Donc, faut pas hésiter. Une petite question encore, Elise, que j'ai vue. Je crois que la réponse est oui, mais je préfère te laisser vu que c'était produit. Une personne qui est intéressée, Anna, pour prendre uniquement le registre, je crois que tu proposes hein, les documents à l'unité aussi, si Oui, jamais tout ils ont à déjà fait. les autres. Tout à fait. En fait, je propose les packs, mais je propose aussi, si vous avez besoin simplement du registre, vous pouvez le trouver sur mon site internet, Documents à l'unité. Et puis je précise, parce que j'ai vu la question, que les documents que vous allez obtenir, via ma solution sont des documents au format doc, donc format Word que vous pouvez modifier ensuite, ça va devenir vos documents, donc vous pouvez mettre votre logo, vous pouvez changer la police, vous pouvez, si demain vous changez d'adresse, vous pouvez changer l'adresse. Voilà, vous pouvez librement les modifier, les faire évoluer, une fois que vous les avez. D'accord? C'est pas des PDF non modifiables. Je vois la question, mais c'est vrai que c'est important que je le précise peut-être. Et puis, ben, je pense qu'on a fait déjà on a été bien bavard puisqu'on est passé l'heure du webinaire donc je te propose Élodie qu'on mette, fin à notre webinaire. Merci Oui, en je tout vois. cas à tous ceux qui ont participé activement, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'interactions dans le chat, donc merci à vous tous. Et puis, ben, on espère que surtout notre contenu de ce matin vous a éclairé, vous a intéressé, vous a apporté de la sérénité juridique parce que c'est quand même, c'est pas un sujet simple le droit, la loi, mais voilà, l'objectif c'est quand même d'essayer d'y voir un petit peu plus clair et puis de passer à l'action sur ces sujets qui sont pas simples, mais qui sont importants et voire indispensables. Merci Elodie, à toi aussi d'avoir animé aussi toujours aussi bien le chat et puis, bah, au plaisir de se revoir, à l'occasion d'un futur webinaire ou sur internet ou dans la vraie vie. À très bientôt à tous. À bientôt, merci.